On va regarder à quoi va ressembler la NBA Europe, une vidéo en tribune, je ne connais pas du tout. Franchement, donc on va checker ça et on va voir ce que ça donne, ok? La news est tombée, la NBA arrive en Europe. Ça fait quelques années qu'on a des signaux. LeBron James actionnaire de Liverpool, Kevin Durant du PSG, on a eu des matchs à Paris aussi, mais on parle désormais d'une ligue dédiée, avec ses propres franchises. Problème, une compétition majeure existe déjà, elle réunit des clubs historiques avec une ambiance folle. Vous savez déjà que l'Euroleague, elle est pas rentable. Vous savez qu'ils sont en perte, l'Euroleague, déjà. Pour les gens qui ne savent pas, hein, l'Euroleague, ils sont en perte, hein. Chaque année, ils perdent de l'argent. Ils gagnent pas d'argent, l'Euroleague. Ils perdent de l'argent chaque année. Comme la WNBA qui gagne pas d'argent, qui font que de perdre de l'argent. Genre, l'Euroleague, chaque année, ils perdent de l'argent. Genre, c'est insane quand même, hein. Propre rivalité. Est-ce que la NBA va remettre en question cet héritage? Ça prend en tout cas des proportions assez folles, même le président lituanien a appelé au dialogue. Comment la NBA va s'insérer dans cet écosystème? Quels sont les clubs qui vont rejoindre la ligue? Et pourquoi la NBA pense réussir là où d'autres ont échoué? Ce sont potentiellement deux visions du sport qui vont s'affronter. Je vais essayer de décrypter la Ah ouais, c'est nul. Bah, de toute façon, je vais aller voir des matchs d'Euroleague, hein, à partir du mois de décembre, là. Je vais déjà voir Fenerbahçe contre Panathinaikos et je pense que je vais aller voir Zalgiris, la même chose en fin décembre. Donc on verra de toute façon. Je vous ferai des vlogs, situation hein. en apportant un peu de nuance, car tout ça n'est pas si simple. D'abord, il nous faut un peu de contexte, forcément. Les compétitions européennes de basketball sont intrinsèquement liées à l'histoire du continent. En 1958, une première compétition est créée. C'est la Coupe d'Europe des clubs champions qui réunit les clubs champions des différents championnats européens. Un format à la mode, créé pour le foot 2 ans plus tôt. C'est la FIBA qui gère, information importante. Comme le montre le palmarès des premières années, ce sont les clubs soviétiques qui dominent. Le basket était le sport d'éducation physique et permettait de briller à l'international. On voit ensuite l'émergence des clubs espagnols, italiens et yougoslaves. La balle orange voyage plutôt bien. Les années 90 sont marquées par la chute de l'URSS et la hausse des enjeux financiers. Les clubs grecs émergent et Limoges gagne en 93. Mais en 2000, c'est la rupture. Les gros clubs veulent plus de sécurité financière et plus de contrôle sur les décisions. Ils se rassemblent et créent une organisation privée, l'Euroleague Basketball. Une ligue concurrente éponyme est créée, une ligue privée et semi-fermée. Oui, une Super League comme au foot, mais 20 ans plus tôt. La FIBA ne démord pas et continue sa compétition, si bien qu'il y a 2 champions d'Europe en 2001. Mais sous le poids des gros clubs, la Fédé internationale doit se rendre et céder face à l'Euroleague. Ah gros. Ça a été très mal perçu à l'époque. Tu vois comment ça se passe? Au bout d'un moment, le business, quand tu perds de l'argent, tu vas fermer. Là, l'Euroleague, si la NBA Europe, ça domine tout le monde et que ça ramène plus d'argent, que les clubs se voient. Vous pensez que les présidents du club, ils ont quelque chose à foutre de l'Euroleague et tout? Ils en ont rien à foutre. Si ça fait plus d'argent en NBA Europe, s'ils peuvent faire 20 millions, 200 millions de plus en allant en NBA Europe, ils vont aller en NBA Europe. Et au final, il n'y aura plus personne qui va aller en Euroleague et l'Euroleague, ce sera terminé, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ligue privée fermée qui vient générer de l'argent en mettant de côté les petits clubs et la méritocratie, ça fait penser à autre chose, on va en reparler. Reste que le basket s'est affirmé comme le second sport collectif du continent. Ces influences de l'Est se ressentent dans le jeu, des équipes bien construites, pas de star system. Le basket européen possède ses propres règles, des terrains plus petits. Vous pensez qu'il n'y a pas de start system en Europe? Si vous pensez qu'il n'y a pas de start system en Europe, vous êtes fou, hein. La question, Lopez, c'est pas si je trouve ça normal ou pas, c'est que c'est un business, c'est de l'argent. La NBA, ils en ont rien à foutre de tes feelings. Tu vois ce que tu ressens là? Ouh, ça se fait pas, c'est pas gentil. Ils en ont rien à foutre. Eux, c'est de l'argent qu'ils cherchent. Ils en ont rien Des à matchs foutre. plus courts et donc une Tu vois, c'est comme ton patron, tu lui dis: «Ah, j'ai envie d'être payé 3 000 €, 4 000 € par mois». Lui, s'il peut te payer 1 500 €, il va te payer 1 500 € parce qu'il en a rien à foutre. Tu dis: «Ouais, mais j'ai un gosse, j'ai besoin que tu m'augmentes et tout, ça va être dur la fin de mois». Il en a rien à foutre. Ben là, c'est pareil. cité C'est accrue. pareil. En 50 ans, le sport s'est ancré profondément dans le cœur et le quotidien de millions de Grecs, d'Italiens, de Serbes. On y supporte autant le basket qu'on le vit. Puis les Giannis, il a jamais joué en Euroleague, donc déjà, il peut pas te dire si l'Euroleague, c'est plus compliqué. Mais Luka, par contre, oui, il peut te le dire, ça. 2000 marquent l'arrivée des joueurs américains et de leur style de jeu. Plus de dunk, plus de spectacle. C'est aussi la période des crises financières et des faillites de clubs, italiens notamment, et l'émergence d'autres comme les équipes turques. Le basket européen est méditerranéen, mais aussi immense dans les Balkans ou dans les anciens pays soviétiques. On va le retenir pour la suite. Ok, maintenant parlons de l'Euroleague actuelle, qui est considérée comme le second championnat le plus compétitif du monde, derrière la NBA.
Dans cette Euroleague, on retrouve 20 clubs et certains sont légèrement plus loin que les frontières classiques de l'Europe. On va en discuter. Parmi les rencontres, il y a des derbys iconiques qui augmentent la tension des matchs. Il y a je vois aussi des 3 clubs là qui rivalités sont pas en Europe. historiques. 12 clubs ont une licence longue durée et ils sont là tous les ans. C'est le cas de l'Asvel de Tony Parker à Villeurbanne. Il y a aussi une place pour le vainqueur de l'Eurocoupe, compétition petite sœur gérée également par l'Euroleague. Les autres places sont données sur invitation, sur des critères assez flous, qui vont des performances passées au potentiel commercial. Ça permet d'avoir Dubaï cette année. On reste aussi dans la compétition quand on fait les playoffs. C'est grâce à ça que Monaco et Paris peuvent rester. On voit l'absence de certaines grosses villes, de gros marchés, comme Londres, Berlin ou Rome. Monaco, ça fait 5 ans qu'ils sont dans Berlin, leur ligue, ils ont même atteint la finale cette année. Peut-être que le club mériterait une place définitive. Mais pour avoir cette licence, il y a des critères, et ils sont assez fous, vous allez voir, on les retrouve dans ce document. Bon, présenter un PDF de 581 pages dans une vidéo YouTube, c'est pas ce qu'il y a de plus engageant. On va essayer de rendre ça fun grâce au sponsor de cette vidéo, UPDF. Déjà, Bon, ça c'était pour les éléments de base, mais ce qui va faire la différence, c'est son assistant IA intégré. il va vous permettre d'interagir avec vos documents. Gros, ta pub, elle me paye pas, frère. Urbaine de 200 000 habitants. Aïe, ça élimine déjà près de la moitié de l'élite du Ouais, il y a basket français. ouais, il y a à Dubaï. Ouais, c'est depuis cette année, il y a Dubaï. Le club il s'appelle Dubaï, c'est en Euroleague, c'est n'importe quoi. Tu vois les matchs à Dubaï, genre, il n'y a personne dans le public. Dans tous les cas, le critère suivant, c'est une salle de 10 000 places, et il n'y en a pas beaucoup en France. Cette arène doit être en plus à moins de 4 heures de vol de Francfort. Oui, c'est écrit comme ça dans le règlement. D'ailleurs, 2 hôtels 4 étoiles doivent être proches de la salle, c'est très précis. Bref, ces critères d'infrastructure, c'est marrant, mais c'est assez commun dans le règlement des compétitions sportives. Ce qui est plus particulier, ce sont ces critères géographiques. On inscrit dans le marbre qu'on s'adresse aux grosses villes. On peut aussi perdre sa licence en finissant 3 fois dernier, attention l'Asvel, ou en ne respectant plus un critère. Genre, grosse épidémie à Lyon, il ne reste plus que 180 000 habitants. Il y aurait plus d'Euroleague. Bon, ça serait peut-être pas le plus gros problème de la ville. De son côté, la FIBA a lancé une nouvelle compétition, la Ligue des Champions, qui met, elle, l'accent sur le mérite sportif pour se qualifier. Cette année, on y retrouve Chalon, Cholet et Le Mans. Cette Ligue des Champions reste quand même moins prestigieuse. Le basket européen, c'est cette complexité, la passion, la ferveur, le collectif, mais aussi, et peut-être surtout, une économie fragile. Ce graphe montre la masse salariale des clubs de l'Euroleague l'an dernier. Et oui, le total équivaut au salaire d'un joueur moyen de NBA. Mais ça ne montre pas une Eh, la masse salariale de un club équivaut juste au salaire de Dylan Brooks. Vous vous rendez compte? Dylan Brooks, je crois, il prend 30 millions la saison. Genre, le salaire de Dylan Brooks, c'est équivaut à toute la masse salariale de. Genre, Dylan Brooks, il touche plus d'argent que tous les. Oh là 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 là. Toutes les. Oh là là, c'est insane. Ouais, c'est insane, frère. Putain, Zalgiris, ouais, ils ont pas beaucoup. Alba Berlin, bah, c'est normal, ils ont pas beaucoup de budget. Après ça, je crois que c'était les budgets. Ouais, c'était l'année dernière. Ouais. Ça va, Monaco, hein, c'était pas mal. Hein. Après, Olympiakos, ouais, Panathinaikos, ils ont des budgets de ouf. Real Madrid. Putain, Real, s'ils ont plus gros budget, ils arrivent à être aussi nuls. Punaise. des clubs, juste une grosse différence d'envergure. Regardons plutôt la structure Ouais, des Dylan Brooks, revenus. c'est Certains ça, clubs c'est mon gars, dépendent de Dylan mécènes ou de marques et perdent délibérément des millions chaque année. D'autres subsistent grâce à un club de foot, et certains plus petits en général fonctionnent grâce à un fort soutien local, souvent avec de l'argent public. Retenez bien ces catégories, elles vont jouer un rôle crucial avec l'arrivée de la NBA. Cette structure, elle s'explique en grande partie à cause de la faiblesse des droits. Donc, tellement ils perdent de l'argent. Donc, les riches propriétaires, ça c'est Monaco, Olympiakos, c'est-à-dire ils perdent de l'argent chaque année. Hein. Donc, ils sont prêts à perdre de l'argent. Les clubs multisports, donc eux, ils survivent grâce au foot. Et Zagris et tout ça, grâce au soutien local. Putain, c'est une dinguerie. Qui parmi vous peut me donner le diffuseur de l'Euroleague cette année? Les données financières de l'Euroleague sont C'est très Squeak. opaques, mais on peut regarder celles des clubs français. Seulement 3% de leurs revenus proviennent des droits TV, loin des 19% du rugby et 36% du foot. Le basket dépend encore énormément des subventions, là où le rugby a pu se tourner vers les sponsors et le foot vers les droits TV. Autre enjeu important, la redistribution. Alors que la NBA redistribue les bénéfices entre les franchises, l'Euroleague distribue en fonction des résultats sportifs. Les premiers touchent plus. Il y a aussi une plus grande part donnée aux équipes des grands marchés, des grands pays. Je vous épargne les calculs. Une ligue fermée, mais qui a gardé un système de redistribution à l'européenne. Plus une équipe vient d'un grand pays, plus elle est forte et plus elle touche d'argent. Le point essentiel à avoir en tête, c'est qu'en Euroleague, tous les clubs perdent de l'argent. Bon, ça peut sembler dramatique, mais il ne faut pas oublier qu'initialement, dans le modèle sportif européen, les clubs ne sont pas des entreprises qui dégagent un chiffre d'affaires. Il y a d'abord un aspect de formation et de transmission.
Mais on observe quand même des dérives. Ce système permet à des C'est les équipes de mettre associations. 5 millions sur un seul joueur, l'équivalent de la somme des salaires de toute une autre équipe. Pour se rééquilibrer, l'Euroleague prévoit des changements avec l'instauration d'une luxury tax. C'est comme en NBA. Au-delà d'un seuil de dépenses, des taxes iront aux autres équipes. De nouveaux financements arrivent avec l'arrivée de Dubaï, de fonds d'investissement et en faisant jouer les finales à Abu Dhabi. Alors, si tout le monde perd de l'argent, pourquoi la NBA veut venir en Europe? Premièrement, l'internationalisation de la NBA ne date pas d'hier. On peut la remonter à 84 avec l'arrivée de David Stern comme commissionneur. C'est le dirigeant de la ligue. Il va faire passer la NBA dans une autre dimension. La ligue devient plus familiale. L'accent est mis sur le spectacle et la mise en scène de ses stars. Rapidement, la NBA va regarder en dehors de ses frontières avec les Global Games et les Moi, d'après ce que j'ai compris, le PSG, ils veulent racheter. Comment il s'appelle? Paris-Levallois. C'est ce que j'ai compris. Sa force vient aussi de sa capacité à s'adapter aux coutumes locales, grâce à des ambassadeurs comme Georges Eddy en France, dont vous connaissez sûrement la voix. Passe décisive de Pépé, les Pépites qui applaudit O'Neal. C'est la cerise sur le gâteau. Donc magnifique main gauche. La NBA s'est aussi adapté son marketing. Par exemple, elle se lance en Chine en 85 avec une autorisation gratuite de diffusion pour mieux pénétrer le marché. Mais ce sont bien les JO de 92 qui vont marquer un tournant. Les USA y envoient leurs stars. La Dream Team illumine la compétition de tout son talent et son charisme. Les internationaux vont alors jouer un rôle majeur dans la Ligue américaine, si bien que la part des joueurs non états-uniens est en constante augmentation. Chaque fois qu'un joueur étranger émerge en NBA, il génère un gain incroyable de popularité pour la Ligue dans son pays d'origine. C'est le cas pour Wemby évidemment, mais aussi Şengün en Turquie ou Ming en Chine il y a quelques années. En 2014, il y a un nouveau commissionneur, Adam Silver. Il finira de faire de la NBA une marque reconnue. Progressivement, la NBA a su conquérir le monde pour diversifier ses revenus. Mais tout ça, c'était dans le but de valoriser sa propre ligue. Pourquoi en créer une maintenant qui serait potentiellement concurrente? Le bras droit de la NBA prétend que ce n'est pas dans une logique économique. La raison pour laquelle nous faisons cela n'est pas commerciale avant tout. Ouais. Mais Adam Silver a été un peu plus cash. Nous pensons que les opportunités commerciales n'ont pas suivi le rythme de la croissance du jeu. Sous-entendu, la NBA, avec son expérience, saura créer ses opportunités commerciales, alors que l'Euroleague n'a pas réussi. Avant de voir concrètement à quoi pourrait ressembler cette NBA Europe, petit détour par des ligues américaines qui se sont déjà exportées. La première, c'est la plus évidente, c'est la NBA Afrique. Après des camps et des académies, la NBA lance son championnat sur le continent en 2020 avec le soutien de la FIBA. En fait, déjà, moi, je préfère pour répondre à ta question, moi, je préfère PSG. Déjà, t'inquiète pas, la NBA, s'ils viennent, ils vont venir avec des millions. T'inquiète pas qu'ils vont faire en sorte que ça se passe bien. Tu vois, les joueurs qui vont venir, tous ces trucs-là. Et en plus, le PSG, c'est une marque elle-même. Tu vois, des maillots PSG, ça va se vendre beaucoup plus que des maillots Paris Basket. Tu vois, déjà, c'est Jordan. Tous ces trucs-là, tu verras, tu vois, ça va être une dinguerie. L'équipe existante s'affronte. Mais en Petite- fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas envie que ça se perde. En fait, je veux que la NBA reste la NBA et NBA Europe, ça reste NBA Europe. Je veux pas que ça soit NBA Europe et NBA, ça soit mélangé. Tu vois. Je veux pas qu'il y ait des playoffs. Je veux pas que. Garde NBA de leur côté, NBA Europe, c'est une ligue qu'en Europe. Je veux pas qu'ils se mélangent les deux. Non, je veux pas. Les règles changent souvent, mais on retrouve certaines équipes qualifiées directement et d'autres passent par les qualifications. La NBA vise à faire émerger des joueurs, mais Pourquoi aussi tu à penses que le s'adresser à PSG un et NBA public sont jeune. catastrophiques? On est plutôt sur une ligue de structuration et de formation du coup. Mais la vraie comparaison, elle peut être faite avec la NFL Europe. En 91, la Ligue de foot américain lance une compétition transatlantique. C'est un échec, personne ne regarde. Elle revient en 95 avec une ligue uniquement européenne. Des franchises sont créées de toutes pièces. Chaque équipe doit avoir 7 joueurs locaux, mais globalement elles sont constituées d'Américains vétérans ou qui n'ont pas le niveau de la grande ligue. Face au faible ancrage local, une association est faite avec le FC Barcelone pour les Dragons, mais encore une fois, le modèle reste déficitaire. Les franchises se déplacent progressivement vers l'Allemagne, seul pays où ça a un peu pris. La NFL a voulu imposer ses franchises, mais son faible ancrage local et le faible intérêt sportif ont stoppé le projet en 2007. Entrons dans le vif du sujet. À quoi pourrait ressembler cette NBA Europe? Je tire ces informations d'articles, d'entretiens et des exemples qu'on vient de voir, mais ça reste très hypothétique et ça reflète pas une opinion Ouais, c'est personnelle. flou en vrai. Ce qui est certain, c'est que ça serait une ligue européenne, distincte de la ligue américaine. Elle serait constituée de 16 équipes, 12 permanentes et 4 qui participeraient grâce au mérite sportif, en gagnant leur championnat par exemple. C'est un détail hyper important. La NBA va se servir de ces 4 places pour faire avaler la pilule entre guillemets. C'est le retour du mérite sportif mis de côté par l'Euroleague. Pour les places permanentes, la NBA veut des équipes solides financièrement. Il y aurait 500 millions de cash à sortir au lancement.
De grandes salles, il faut créer des shows, vendre des billets, pouvoir accueillir des équipes NBA originelles. Il faut aussi être dans un gros marché, une grande ville d'un grand pays pour vendre des droits TV plus facilement. Et enfin avoir une image de marque reconnaissable pour les Américains. Ok, déjà regardons dans les équipes actuelles de l'Euroleague. Celles qui répondent le mieux à tous ces critères sont les clubs multisports, autrement dit celles qui sont adossées à un club de foot. C'est tout bénef pour la NBA, des équipes déjà constituées avec leur salle et une image reconnue à l'international. Ces 3 équipes n'ont d'ailleurs pas renouvelé leur licence Euroleague qui expire l'an prochain. Tiens. Vous pensez sûrement aussi aux clubs grecs, mais ils n'ont pas le même propriétaire que leur équivalent en foot. La NBA s'inquiète aussi de leur stabilité économique. On va les mettre plutôt en potentiel. On peut aussi penser à Monaco, mais petite salle, petit marché et économie incertaine, plutôt dans les non favorables. D'autres équipes existent et répondent à ces critères. C'est le cas du Paris Basketball par exemple. Petit problème sur la salle, l'Adidas Arena, alors que la NBA est en exclu avec Nike. Mais bon, j'imagine que ça peut s'arranger, d'autant que le président est un ancien dirigeant des Wolves. Ça peut aider. En France, il y a aussi l'Asvel, 4e club d'Euroleague qui n'a pas prolongé sa licence. Gros appel du pied de Tony Parker pour rejoindre la NBA Europe. Encore une fois, sacré ambassadeur pour promouvoir la ligue. Quelques autres clubs existants pourraient remplir ces critères, mais la NBA... Non, mais après, s'ils font leur ligue, ce sera que pour l'Europe. Donc, du coup, il n'y aura pas de trajet à faire en NBA. Après, des trajets en Europe, en vrai, ça passe, hein, ça va vite, en vrai. Particulièrement intéressé par la manne pétrolière. Des matchs de pré-saison ont lieu à Abu Dhabi, donc une petite entorse pourrait être faite pour accueillir Dubaï également. Enfin, la NBA est attirée par d'autres clubs des gros marchés qui sont dans le giron de l'Euroleague. On aurait déjà nos 12 franchises, pas mal, mais on voit que certaines sont mises de côté, notamment certains clubs historiques, ceux des Balkans, des pays baltes, alors qu'on l'a vu, la culture basket y est immense. Donc on peut voir que la NBA a appris de sa ligue en Afrique ou aussi de la NFL Europe. Elle prend des équipes existantes avec un ancrage local et elle s'assure de la faisabilité économique de sa compétition. Enfin, elle profite aussi du conflit qui dure encore entre la FIBA et l'Euroleague en s'associant avec la Fédé internationale pour mieux attirer les clubs. Malin. Mais de nouvelles discussions ont eu lieu et elles ont rabattu les cartes. La NBA est entrée en négociation avec des clubs de foot qui n'ont pas d'équipe de basket. Certains clubs ont de gros moyens, sont sur des marchés qui intéressent la NBA et ont une image de marque ultra reconnaissable. La ligue pourrait alors profiter de leur fanbase, faire venir des stars au match. Mais sportivement, il y a tout à construire. Il faut jouer le championnat local, donc ça passerait par des rachats de clubs. J'ai lu que le PSG pourrait racheter le Paris C'est ça Basket que je ou les dis. Metropolitans, Ils veulent jouer ancien club de Wembanyama, En fait, des schémas. si les Metropolitans montent en Pro B cette année, ils vont les racheter. S'ils montent pas, ils vont pas les racheter. Donc, faut que les Metropolitans, ils font tout pour monter en Pro B là cette année. Ils font vraiment tout. Sont envisageables à Milan, Rome, Manchester ou Londres. Je suis en plein montage et je dois faire une petite pause. La NBA a annoncé les 12 villes cibles pour établir des franchises permanentes. Globalement, on était plutôt bon. Il y a Paris, Lyon, Londres, Manchester, Madrid, Barcelone, Munich, Berlin, Athènes, Istanbul, Milan et Rome. Donc, comme annoncé, l'Europe de l'Est ne serait pas représentée. Ça peut laisser perplexe. On n'a aussi pas d'infos si ces franchises viennent de clubs de foot ou d'équipes d'Euroleague. Et est-ce qu'il y aurait une seule équipe pour Athènes et pour Istanbul? La présence de Rome, ça interroge aussi. La ville n'a pas d'équipe de basket pro. Ça montre le souhait de la NBA de viser des marchés potentiels plutôt que de vraiment faire valoir le mérite sportif. Du coup, je me suis C'est pour dépêché ça que je pour dis que sortir. la NBA, c'est que l'argent, que l'argent, que l'argent, que l'argent. Donc, ils visent le marché. Eux, ils ont utilisé le marché. Ils ont dit, ah ouais, là, si on met à Rome, c'est là où il y a le plus d'argent. Si on met à Londres, c'est là où il y a le plus d'argent. C'est ça qu'ils cherchent. la Vidéo pour NBA. qu'elle soit au moins un peu pertinente, on y retourne. Bon, on y voit un peu plus clair. Adam Silver dit que ça serait le meilleur des deux mondes. Le savoir-faire économique de la NBA avec son salary cap et ses partages des revenus, et de l'autre côté, la tradition sportive européenne, sa passion et son mérite sportif qu'on retrouve dans les 4 places restantes. Mais il reste quelques interrogations. Non, une ligue mondiale, moi, je veux pas. Il n'y a pas besoin. Les joueurs chauds européens, ils vont en NBA, c'est tout. On n'a pas besoin de faire une ligue mondiale. Ça va être trop compliqué. Déjà que les joueurs se plaignent d'avoir trop de matchs, trop de déplacements. Alors, t'imagines s'ils doivent faire à Los Angeles, Paris, un Denver, Paris. Non, c'est trop compliqué. Si la NBA pense mieux faire, pourquoi l'Euroleague ne ferait pas pareil? Au final, c'est déjà aussi une ligue semi-fermée qui veut se développer sur les gros marchés. Premièrement, parmi les clubs exclus de cette NBA Europe, il y a des fondateurs de l'Euroleague qui votent sur les décisions. Et ils vont pas s'exclure eux-mêmes. Aussi, certains propriétaires ne voient pas d'un bon œil la spectacularisation du sport, pas facile celui-là, et d'autres ne veulent pas de salary cap, de partage de ressources, etc. Enfin, c'est bête, mais la marque NBA elle seule apporte une immense visibilité que l'Euroleague ne peut pas créer. Ouais. Autre question, comment l'Euroleague peut se défendre? En donnant des licences à Monaco, Dubaï et à d'autres pour se renforcer? Peut-être qu'ils peuvent juste s'étendre aussi. Enfin, quel va être le niveau et l'objectif de cette NBA Europe? Faire jouer des jeunes? Faire venir ces vétérans? Les instances souhaitent construire la compétition de clubs la plus prestigieuse d'Europe, et pas une ligue de formation comme en Afrique. Dans ce cas, s'ils font réellement une ligue si compétitive, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'auto-concurrence? Est-ce que Wemby, Jokic ou Giannis seraient venus en Amérique si des clubs de leurs pays respectifs avaient plus de moyens?
Bref, n'oublions pas que l'Euroleague est Intéressant ça. T'imagines, tu pourrais toucher. Ok, je vous pose une question. Si vous étiez, t'es français, ok? On te dit, tu veux jouer soit en NBA Europe, tu peux toucher 10 millions la saison, ou tu veux aller en NBA, en NBA et toucher 20 millions la saison. Et sachant que si tu joues au PSG, tu es en NBA Europe, tu touches 10 millions, tu es tranquille, tu es chez toi, vous ferez quoi, vous? une ligue fermée et que cette histoire s'est presque déjà jouée il y a 25 ans, quand 2 ligues concurrentes ont existé en même temps. La nouvelle ligue avait gagné, mais de nombreux petits clubs avaient tout perdu. La NBA souhaite un lancement en octobre 2027. Ces questions trouveront peut-être réponse aux NBA Games de Berlin et de Londres, qui auront lieu en janvier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci au sponsor UPDF. Allez voir l'offre dans le commentaire épinglé dans la description. Oh là là, de me casser les couilles avec ton sponsor. En tout cas, c'est très très intéressant. Très 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 intéressant. On va mettre un like à cette vidéo. Je vais m'abonner à sa chaîne aussi. En tribune, il fait des vidéos de que de basket ou un peu de tout? Les problèmes économiques de la NBA. Ok. C'est très intéressant en tout cas. Ok. Likez, commentez, abonnez-vous. Et I'm out of here. Il est 1h du matin, donc je vais aller faire une petite sieste. On se retrouve demain en live. Je sais pas, je ferai un live à quelle heure demain. Mais demain, on se retrouve en live. Je vais une conférence Europe et une Ligue mondiale. Non. Non, non, non. Ok. On se retrouve demain en live. Je le ferai un peu plus tôt. Je sais pas à quelle heure. Demain, on est quelle journée? Dimanche. Je le ferai peut-être à 20h le live. Ok. I'm out of here.